Bonjour à tout le monde pour ce nouveau cours de linguistique historique et la typologie des langues, nouvelle séance, la quatrième. Aujourd'hui, une séance importante qui va être dense sur la méthode comparative. Donc nous allons rentrer tout de suite dans le sujet au cœur de la linguistique historique. Aujourd'hui, nous allons voir comment la méthode comparative permet d'établir la parenté entre les langues. On va voir les notions de langue apparentée et de forme cognate. Et examiner le principe des correspondances phonologiques régulières ou phonétiques régulières. La question des changements conditionnés notamment, puis surtout nous allons nous lancer dans des exercices de reconstruction historique, surtout à la base de langues polynésiennes. Alors la méthode comparative a toute une histoire en linguistique. Elle est à la source de la linguistique moderne d'ailleurs. Elle a beaucoup été accompagnée, si on veut, par l'étude des langues indo-européennes. Avant d'arriver jusque d'autres familles, notamment dans le Pacifique, on a d'abord commencé par observer et étudier l'apparentement entre les langues indo-européennes, euh, pour des raisons évidentes de proximité et de connaissance de ces langues, telles que notamment le latin ou le grec. En réalité, alors que les savants de l'Antiquité, notamment les Alexandrins, donc à Alexandrie en Égypte, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ces Alexandrins, donc euh, ces savants de toutes les disciplines possibles, astronomie, mathématiques, mais aussi grammaire. Donc, eh bien, alors qu'ils ont un peu été les précurseurs et les inventeurs des notions grammaticales, hein, donc Apollodore, par exemple, qui a inventé les notions de partie du discours, Apollonius Discol, pardon, euh, les notions de sujet, d'objet, de verbe et de nom et de préposition, etc. Donc tout un travail a été fait dès l'Antiquité, observant la manière dont fonctionne la grammaire, et surtout la grammaire de la langue grecque, parce qu'au départ, on travaillait à des commentaires sur la langue de Homère. Homère, le poète de l'Antiquité lointaine, mythique lui-même, qui aurait été l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, et ses poèmes homériques, donc c'est les deux grandes épopées, Iliade et Odyssée, qui étaient transmises de génération en génération, eh bien, elles avaient beaucoup changé, enfin, la langue grecque avait beaucoup changé entre moins 800, qui était l'époque d'Homère, et moins 200, qui était l'époque des grammairiens, des premiers grammairiens grecs alexandrins, qui s'interrogeaient beaucoup sur ces changements à la fois phonétiques et de conjugaison, etc. Donc beaucoup de réflexions sur la langue grecque. Alors peut-être en 300 avant Jésus-Christ, les Grecs ne connaissent pas encore vraiment la langue latine, mais il y a toute une période où les Romains connaissent, en revanche, les Romains du 1er siècle avant Jésus-Christ, de l'Antiquité classique, connaissent le grec. Hein. Cicéron était un grand orateur romain et lui-même parlait le grec. Jules César a parlé grec au moment de, notamment, ses dernières paroles furent en grec. Donc, il y avait aussi des érudits romains euh, et latins qui connaissaient bien le grec. En revanche, ce que je veux dire, c'est que peu d'intérêt a été porté pendant l'Antiquité à la comparaison entre le grec et le latin, malgré leurs ressemblances, de fortes ressemblances entre le grec et le latin. Voilà. Il a fallu, si je résume, attendre des siècles, en fait finalement jusqu'au XVIIe siècle, évidemment, à la Renaissance, où on redécouvre le grec et le latin, on a commencé à s'intéresser à ces deux langues en même temps, et probablement de manière anecdotique, on trouve certains auteurs remarquent des ressemblances. Mais ce n'est qu'en 1647 qu'un linguiste hollandais qui s'appelle Marcus van Boxhorn
va systématiquement observer pour la première fois les similarités entre plusieurs langues, non seulement le latin et le grec, mais aussi sa propre langue, le hollandais, et l'allemand, bien entendu, mais aussi le persan, et au fil des années, il s'est intéressé à inclure les langues slaves ou les langues celtiques dans sa comparaison. Donc c'est vraiment la première observation de ressemblance, similarité entre les diverses langues indo-européennes. Évidemment, elles ne sont pas encore toutes connues, ces langues indo-européennes, mais déjà on a une première idée. Et puis environ 140 ans plus tard, vers 1700, donc en 1786, c'est un Britannique, je vous en ai déjà parlé je pense, qui s'appelle Sir William Jones, qui était un érudit britannique qui a été posté en Inde pendant quelques années, et qui de retour de l'Inde souligne devant euh, le, la Royal Society of London, je pense, de Londres, eh bien, il souligne dans un célèbre texte les plus que les ressemblances, en fait, les correspondances qu'il trouve massives et régulières entre le latin, le grec et le sanskrit. Vous remarquez que son prédécesseur dans ce que je viens de vous dire, Van Boxhorn, ne parlait pas de sanskrit, n'avait pas accès aux langues de l'Inde, la langue la plus proche étant le persan, qu'il a pu connaître. Mais là, on commence à inscrire le sanskrit dans l'observation. Et ce que dit Sir William Jones, c'est que la langue sanskrite, comme vous voyez ici la citation, euh, comporte avec le grec et le latin une affinité, à la fois dans les origines des mots et dans les formes de la grammaire, des affinités, c'est-à-dire des ressemblances, proximités, plus fortes que n'aurait pu être le cas par pur accident, par pur hasard. Donc ça, c'est une notion importante en linguistique historique. Ce qu'on observe, ce ne sont pas des quelques ressemblances qui pourraient aussi bien être dues au hasard des ressemblances, n'est-ce pas? Parfois, comme on va voir certains exemples, on a des similarités entre le chinois et une langue du Mexique, ce qui ne prouve pas du tout une parenté ou une origine commune. Euh, mais là, son argument est important, donc c'est celui qui là probablement est intuitif, hein, mais qui est qu'on a une telle masse de données et de correspondances que ça ne peut pas être un hasard. Stronger than could possibly have been produced by accident. Euh, et il ajoute cette phrase mémorable, donc affinité, voilà, affinité tellement impressionnante qu'aucun philologue, ce qu'on appellerait aujourd'hui des linguistes, ne pourrait examiner ces trois langues, le sanskrit, le grec et le latin, sans se dire qu'elles doivent trouver leur origine dans une source commune. Source commune qui peut-être n'existe plus. Cette phrase célèbre peut nous faire sourire aujourd'hui. Elle nous montre combien dans l'esprit des contemporains, et notamment de Sir William Jones, à la fois il a l'idée géniale d'une proto-langue, hein, common source, donc la source commune, l'origine commune de ces trois langues, et en même temps un petit doute de savoir est-ce que cette proto-langue est encore parlée quelque part, dans les contrées que nous n'avons point explorées, ou bien est-ce que peut-être cette proto-langue aurait aujourd'hui disparu, ce qui est évidemment le cas. Mais donc, on voit bien que l'idée même de proto-langue dont on va parler nous aujourd'hui et de langue ancestrale, c'est une idée nouvelle en fait. Hein. Autant pendant quelques siècles, on a commencé à remarquer des ressemblances systématiques entre le grec, le latin et d'autres langues, autant on ne savait pas tellement les expliquer. Dans l'Antiquité, parfois, on considérait, certains auteurs apparemment auraient proposé que le latin fût un dialecte du grec, un dialecte abattardi peut-être, par contact avec d'autres langues, ou d'autres idées, mais jamais vraiment l'idée d'une proto-langue ancestrale. Donc ça, c'est la nouveauté à la fin du XVIIIe siècle, euh, qui est celle d'une langue mère
qui soit l'ancêtre des langues modernes. Donc c'est la naissance un peu de la linguistique historique. Euh, il a donc à peine une vingtaine d'années plus tard, on commence à clairement, donc plusieurs auteurs commencent clairement à, comment dire, étudier sérieusement euh, cette communauté d'origine entre plusieurs langues d'Europe et de l'Inde. En 1810, un auteur français en fait propose de leur donner un nom à ces langues, à cette famille de langues qui seraient les langues indo-germaniques, puisqu'elles vont de l'Inde jusqu'à au moins la famille, enfin, jusqu'à l'Allemagne. Ce terme n'est plus tellement employé aujourd'hui, sauf en Allemagne, où on continue parfois à en parler de Indo-Germanisch. Euh, mais en général, c'est plutôt le deuxième terme qui apparaît quelques années, en 1813, les langues indo-européennes, c'est ce terme-là que l'on retient. Et l'étude des langues indo-européennes en 1813 n'en est qu'à ses débuts, puisque pendant plusieurs décennies, elles vont être au centre du travail de comparaison linguistique et justement de la naissance de cette méthode comparative qui s'est entièrement construite autour des langues indo-européennes, langues qu'on ne connaissait pas si bien que ça. Alors on connaissait les langues qu'on parlait soi-même, on connaissait bien sûr le grec et le latin, mais peu de gens avaient entrepris le travail systématique de comparer les différentes langues germaniques, par exemple, les différents dialectes. Ça, c'est un travail que Friedrich Schlegel en Allemagne et surtout les frères Grimm vont faire. Les frères Grimm, ce sont les mêmes savants que vous connaissez peut-être par les contes des frères Grimm. Et oui, car je pense que sauf erreur, le petit chaperon rouge, je pense, et puis, ou le petit pousset, Hansel et Gretel, par exemple, ça c'est sûr, eh bien, font partie des contes des frères Grimm. En France, nous avions les contes de Charles Perrault vers 1695, et puis qui était également issu de la tradition orale en Europe. Les frères Grimm également. Alors vous me diriez, vous pourriez me dire, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, mais d'abord ce sont les mêmes auteurs, et puis aussi c'est un peu, euh, au départ, chez les frères Grimm, qui sont deux frères, eh bien un désir d'explorer le savoir du peuple allemand. Voilà, donc ça s'inscrit dans le romantisme allemand en fait, c'est découvrir le savoir populaire. On oublie un peu on met de côté un peu le latin et le grec qui donnaient à tout le monde des complexes d'infériorité, et on redécouvre en quelque sorte avec le romantisme allemand la richesse, la grandeur, le foisonnement à la fois culturel du côté de la tradition orale et des contes euh, et de la poésie traditionnelle et des chants folkloriques et culturels et aussi linguistiques. Et c'est en fait en explorant la, euh, voilà, les diverses formes prises par les dialectes allemands et les dialectes germaniques en Allemagne. Vous savez que le pays de l'Allemagne n'existe pas encore. À cette époque, c'est une ribambelle de petits États, de duchés, de petites provinces, une mosaïque comme ça, de provinces qui ne sont pas unies politiquement, mais qui en revanche ont en commun, on pourrait dire la langue allemande, mais en réalité, c'est pas la langue allemande, c'est toute une chaîne dialectale, un continuum dialectal qui va de la Hollande jusqu'à l'autre bout donc de l'Allemagne, jusque vers la Pologne. Et c'est cette richesse, foisonnement dialectal qu'on découvre et qui va être un peu à l'origine des réflexions linguistiques en Europe. Et notamment une observation des frères Grimm et de leurs contemporains, c'est que euh, cette, euh, ces dialectes paysans qui souvent n'ont jamais été euh, écrits sous forme de livres, je ne parle pas de l'allemand, évidemment le haut-allemand est écrit depuis des siècles, mais voilà, la diversité dialectale, elle n'a jamais été écrite, mais euh, elle
elle a en réalité des titres de noblesse, si on peut dire, du fait du côté ancestral, du côté, comment dire, témoignage, que ces dialectes-là témoignent d'une époque ancienne par les changements phonétiques, par le fait que certains vont être peut-être phonétiquement conservateurs, de langues plus ancestrales. Donc il y a ce mysticisme un peu euh, de, de la richesse dialectale qui nous parle de l'histoire ancienne. Mine de rien, ce que nous faisons en linguistique historique aujourd'hui, que ce soit en Europe ou dans le monde, ou en Afrique ou dans le Pacifique, eh bien, nous sommes un peu les héritiers des frères Grimm, à la fois par l'intérêt que nous pouvons avoir pour la tradition orale et la littérature orale que nous enregistrons, et puis qui est un témoin des générations passées, n'est-ce pas? Et également par l'intérêt que nous portons à la diversité des langues et des dialectes, souvent qui n'ont jamais été décrits et qui peuvent pourtant nous parler de l'histoire ancienne. Voilà. L'Indo-européen ensuite continue à être étudié, donc là, que ce soit meilleure connaissance de la famille germanique, d'une comparaison systématique avec les langues romanes, mais aussi toutes les autres langues indo-européennes dont nous avons parlé aujourd'hui et la dernière fois, le grec, l'arménien, etc. Pas encore le hittite puisqu'il n'a pas été découvert, mais on a déjà pas mal de... et puis bien sûr les langues indo-ariennes, donc le descendant du sanskrit. Tout cela donne lieu à une tradition savante importante basée au départ en Allemagne, à l'université de Leipzig, euh, dans les années 1860, une génération qui s'est appelée les Junger Grammatiker, donc les néo-grammairiens. Ils sont plus jeunes que leurs ancêtres ou leurs prédécesseurs comme les frères Grimm ou Franz Bopp. Et c'est une génération qui va moderniser la linguistique, qui va d'une certaine manière rendre ces observations initiales, tout d'un coup, ils vont les rendre scientifiques, ils vont les rendre presque aussi puissantes que des équations mathématiques, si vous voulez. Donc c'est vraiment la, on peut dire la naissance de la linguistique comme une véritable science. À l'époque, d'ailleurs, vous remarquez dans les années 1860, où en général, on observe une éclosion des sciences, une éclosion voilà, des sciences physiques, de l'électricité, de la biologie sous diverses formes, la botanique. On euh, on n'est pas loin de Darwin, hein, des théories darwiniennes qui arrivent dans quelques années, dans les années 1870. Et puis, voilà, on a une éclosion. La linguistique est une des sciences importantes qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, vont éclore. Et cette éclosion, elle est de la linguistique comme science, elle est largement due, non pas tellement à la linguistique synchronique ou à des réflexions sur le sémantisme, je ne sais pas, tout ça, on n'a pas tellement ça encore moins la syntaxe. On est vraiment dans la linguistique historique et la comparaison méthodique et scientifique des langues du monde, mais à commencer par les langues indo-européennes qu'on découvre, qu'on redécouvre. Donc il y a des noms importants comme August Schleicher ou Karl Brugmann, ce sont des néogrammériens. Il y a des noms que je n'ai pas inscrits ici, mais comme Schuchart et Schmidt ou Leskine, voilà, plusieurs noms importants de grammairiens, de linguistes euh, qui étudient beaucoup donc la notion de comparaison systématique des langues et donc la linguistique historique. Ils vont être suivis dans les années 1890 et suivantes par des chercheurs un peu d'autres pays. Nous avons des chercheurs comme Kurilowicz qui vient de Pologne, mais aussi des chercheurs, des linguistes francophones. Voilà. Ferdinand de Saussure, vous connaissez sans doute le nom de Ferdinand de Saussure comme l'auteur du cours de linguistique générale de 1916, cours qui va fonder la linguistique générale, ou voilà, les sciences du langage, si je veux dire, modernes, du point de vue synchronique. D'ailleurs, c'est Ferdinand de Saussure qui a proposé pour la première fois le contraste entre synchronie et diachronie. Entre autres, hein, aussi également entre langue et parole et de nombreuses notions signifiées, signifiantes, tout ça qui nous viennent de Ferdinand de Saussure et de son cours de linguistique générale. Mais avant de
voir la langue comme un système où tout se tient, comme avant d'être un fondateur du structuralisme linguistique, eh bien Ferdinand de Saussure, il a été éduqué dans la tradition en fait des néo-grammairiens et dans la comparaison des langues indo-européennes. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, quelque chose d'important dans la famille, les études de linguistique indo-européenne, qui est la théorie des laryngales. Je vous en parlerai si on a le temps et si vous me posez la question. La théorie des laryngales qui est propre à l'indo-européen, eh bien, je pense qu'on la doit essentiellement à Ferdinand de Saussure. Autre nom francophone important dans les études indo-européennes, ce sont des gens comme Antoine Meillet et ensuite son disciple Émile Benveniste, qui sont également des noms importants dans la reconstruction, d'une part dans la reconstruction de plusieurs racines indo-européennes, si on veut, mais surtout dans la réflexion aussi sur quelle est la méthode qui nous permet en fait d'arriver à proposer ces reconstructions, autrement dit des réflexions théoriques également sur la méthode comparative. Voilà. Là, et puis, donc là, on était au 19e siècle. Au cours du 20e siècle, on observe d'une part, évidemment, un approfondissement des études indo-européennes qui continuent encore, qui sont bien vivantes encore aujourd'hui, au 21e siècle, mais également, progressivement, une application de la méthode comparative qu'on avait observée sur l'indo-européen. On commence à l'appliquer en dehors de l'indo-européen, sur tout un nombre, voilà, toute une série de familles de langues. Vous vous souvenez, le dernier cours où nous avions observé la richesse du monde, hein, en termes de familles de langues diverses. Et bien, chacune de ces familles mérite qu'on se penche sur elle du point de vue de la reconstruction historique. Juste un exemple qui n'est pas forcément le premier cas, mais dans les années 1925, le linguiste américain Leonard Bloomfield va étudier les langues algonquiennes. Vous vous souvenez peut-être de la carte, vous pouvez la retrouver en vidéo, de la carte que je vous avais proposée sur les langues, les familles de langues en Amérique du Nord. Et un des grands ensembles généalogiques, c'était Algic en anglais, donc les langues algonquiennes, qui sont effectivement comparées par Leonard Bloomfield en appliquant exactement la même méthode comparative qui jusque-là était surtout réservée à l'indo-européen. Dans les années 1930, on est à peu près à la même époque, eh bien, un nom important pour nous, c'est Otto Demwolf, c'est-à-dire un Allemand qui, lui, s'intéresse à une famille du monde qu'on appelle les langues austronésiennes, qu'on appelle aujourd'hui les langues austronésiennes, mais que déjà lui-même a proposé d'appeler ainsi, avec son fameux ouvrage gigantesque qui s'appelle La phonologie comparée des vocabulaires austronésiens, en allemand donc, et qui publie dans les années 34-37, où il compare les langues que jusque-là, je pense qu'on appelait plutôt les langues malayo-polynésiennes, qui allaient donc de la Malaisie jusqu'à la Polynésie. Et donc il est un des premiers à appliquer, non pas seulement dire je constate des similarités entre telle et telle langue, mais de carrément tenter de reconstruire des protoformes, donc des proto-austronésiens, il appellera, euh, qui serait donc l'ancêtre de toutes les langues austronésiennes. Euh, voilà. Et dans sa lignée, apparaîtra dans les années 1950, 60, 70, et bien des travaux notamment sur la Nouvelle-Calédonie par André-Georges Audricourt. Vous avez peut-être entendu parler du nom de Monsieur Audricourt, que j'ai connu très brièvement, c'est-à-dire dans ma jeunesse. Il était encore vivant, je l'ai croisé dans une réunion en fait, de travail, mais il est décédé assez tôt, et, euh, et donc je, je ne l'ai connu qu'un jour. Mais en revanche, j'ai très bien connu ses disciples, divers disciples que je fréquente encore, notamment au labo CNRS qui s'appelle le Lacito, qu'il a fondé, et bien donc notamment Jean-Claude Rivière et Françoise Ozanne Rivière. Malheureusement, aussi bien Françoise que Jean-Claude aujourd'hui sont décédés, mais
voilà, ils ont fondé, ils ont été très importants dans les années 70, 80, 90, 2000. Donc pendant 40 ans, ils ont travaillé, comme vous le savez, j'espère, à décrire les langues kanak, d'une part, à les décrire en synchronie, si j'ose dire, sous forme de grammaire et de dictionnaire, donc décrire, documenter, on dit aussi, les langues de Nouvelle-Calédonie, et aussi, dans la lignée de leur directeur de thèse, qui était André-Georges Audricourt, eh bien, reconstruire un peu l'histoire des langues kanak et en appliquant la méthode comparative. Euh, L'effort comparativiste ou de linguistique historique, il a continué depuis Wolf en fait, et on pourrait citer de nombreux noms, George Grace et d'autres, notamment je signale que pour la famille océanienne, les noms qui viennent à l'esprit sont plusieurs collègues australiens, comme Andrew Pawley et Malcolm Ross, que je connais bien, qui sont tous les deux aujourd'hui retraités, mais basés à l'université de Canberra, ANU. Également John Lynch, qui est retraité, mais qui vit au Vanuatu, euh, et qui a également beaucoup participé à la construction du proto-océanien. Et Robert Lust, qui lui est américain et qui travaille pas tellement sur les langues océaniennes, mais beaucoup plus sur les langues austronésiennes, notamment de Taïwan, Formose, voilà. Donc ça, c'est un peu l'historique de la méthode comparative, avec un petit virage vers le Pacifique à la fin de ce résumé. Mais comme vous voyez, une histoire qui a commencé il y a 250 ans environ, et qui couvre beaucoup les 2 derniers siècles. Et la linguistique comparative continue aujourd'hui euh, à nourrir beaucoup de travaux. Alors, vous vous souvenez de le cours précédent euh, qui établissait en fait la diversité généalogique de la planète Terre, où on voyait que les 7000 langues du monde se répartissent en environ 400 familles linguistiques de dimensions différentes, puisque la plus grande famille faisait environ 1500 membres, et il y a aussi toute une flopée en fait de familles qui sont monomembres. J'espère que vous vous souvenez comment on appelle de telles familles. Euh, je, je ne vous le dis pas, vous pouvez vous en souvenir. Alors, dans chaque famille, les langues partagent un ancêtre commun qu'on appelle parfois qu'on appelle la proto-langue. D'accord. Donc, imaginons une, famille, comment dire, un ensemble de langues KLMM, qui seraient des noms bien sûr fictifs, de langues modernes. Eh bien, voilà, on peut imaginer que si elles sont apparentées, elles descendent toutes d'un ancêtre qui est proto-KLMM. Comme vous voyez, on peut représenter les familles de langues sous la forme d'une structure arborescente, une structure en arbre. Une structure arborescente, elle va toujours montrer non seulement qu'on a une famille euh, de langues qui seraient toutes sur le même plan, mais en fait, on a une structuration interne de la famille. C'est-à-dire à l'intérieur de la famille KLMN, on a un groupe KLM lui-même qui se divise en K par opposition à un groupe LM, etc. C'est ce qu'on appelle des sous-groupes ou sous-familles. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, et puis vous savez que, par exemple, pour prendre un exemple simple, à l'intérieur de la grande famille indo-européenne, eh bien, toutes les langues ne sont pas comment dire, mises à plat les unes au même niveau que les autres, elles se regroupent en sous-familles, comme les langues romanes, les langues germaniques, les langues romanes elles-mêmes faisant partie d'un groupe qu'on appelle italo-celtique. Donc les langues celtiques et les langues romanes appartiennent à un même, un même, une même branche. Euh, de même, les langues de Nouvelle-Calédonie appartiendraient à une famille qu'on appelle parfois le sud-océanien. C'est John Lynch qui l'a proposé en 1994, je pense, Southern Oceanic, qui est lui-même un sous-ensemble des langues océaniennes, évidemment, qui sont un sous-groupe des langues austronésiennes. Donc vous voyez le schéma à droite, cette
je reprends un autre exemple avec les langues polynésiennes. Vous voyez emboîtement où on aurait à l'intérieur de la famille euh, austronésienne, dont l'ancêtre est une proto-langue qu'on appelle proto-austronésien, PAN. Eh bien, il y a tout un tas de langues, bien sûr, énormément, et notamment euh, un, une sous-famille qui est océanien, donc qui a son propre ancêtre, sa propre proto-langue que l'on reconstitue, qui est le proto-océanien. Et ainsi de suite. Et par exemple, L et M dans ce deuxième arbre ici représentent des langues polynésiennes. Elles ont un ancêtre commun qui est le proto-polynésien. Lui-même, le proto-polynésien, était une langue océanienne. Et descendant du proto-océanien, le proto-océanien était une langue austronésienne. Voilà. Ces proto-langues sont des hypothèses scientifiques. Il faut bien voir que très souvent, en fait, le cas où on remonte, si vous voulez, à une langue comme le latin, ou je ne sais, le grec ancien, ou le sanskrit, par exemple, qui ont laissé de nombreuses traces écrites, en fait, ce cas-là est très rare dans le monde. En général, ce que l'on reconstitue, ce que l'on propose comme proto-langue, ce sont toujours des langues dont on n'a en fait aucune trace, on n'a pas de trace de ces langues au sens d'avoir des mots ou des phrases écrites dans ces langues. Et en fait, la vérité, c'est que souvent, on ne sait même pas si elles ont vraiment existé. Est-ce que, euh, par exemple, on va proposer une langue comme le proto-ouest gaulois, voyez, sans être vraiment sûr que cette langue existait telle qu'elle. Donc il y a beaucoup de débats théoriques également sur le fait qu'on puisse parfois reconstituer par équation en quelque sorte mathématique, on peut arriver à proposer une proto-langue, mais dans certains cas, il y a de bonnes raisons d'imaginer que cette proto-langue a véritablement existé. Par exemple, le proto-polynésien a très probablement été effectivement une vraie langue parlée par une vraie population à une certaine époque. Mais parfois, on est vraiment au niveau de l'hypothèse. Dans tous les cas, qu'on soit sûr ou qu'on soit pas sûr de l'existence d'une langue, dans tous les cas, on va toujours utiliser l'étoile, c'est-à-dire l'astérisque, comme vous le savez, devant les formes reconstruites. Ça, c'est un principe. C'est-à-dire, si je vous cite un mot latin comme decem euh, decem qui veut dire 10 par exemple, ou n'importe quelle forme latin, quisque, etc., que l'on a attesté dans les textes ou dans les inscriptions, alors on n'a pas besoin d'astérisque. En revanche, si je vous reconstitue du proto-roman, euh, ou a fortiori du proto-océanien, eh bien là, il faut des astérisques. C'est un symbole pour dire, attention, cette forme est une hypothèse. Évidemment, c'est très embêtant qu'on utilise aussi l'astérisque dans d'autres contextes pour signaler cette phrase est agrammaticale. Vous savez, ça c'est plutôt la syntaxe moderne, générative ou autre, ou même typologique, ou on met une étoile aussi pour dire ce mot ne peut pas se dire, ou cette phrase ne se dit pas. Ça c'est très embêtant d'utiliser le même symbole. On ne va pas résoudre ce problème aujourd'hui. Ce qui est important de voir, c'est que la structure hiérarchique entre les familles et les sous-familles, très souvent, traditionnellement, se représente sous la forme d'un arbre. C'est ce qu'on appelle également, en termes savants, le modèle cladistique. Tout ça, ce mot-là vient d'un mot grec qui est klados, qui veut dire la branche, d'accord, le rameau ou la branche. Donc le cladistique, c'est toujours cette idée de modèle arborescent, qui est utilisé, comme vous le savez, pas seulement en linguistique, qui est utilisé en biologie. Hein. Vous avez peut-être vu des arbres représentant comment dire, l'évolution entre les dinosaures qui deviennent oiseaux, comme ça, ou bien les premiers mammifères qui groupe qui va se diviser entre les marsupiaux et les placentaires eux-mêmes se subdivisant en plusieurs sous-groupes. C'est ce qu'on appelle aussi la phylogénétique, on a déjà vu ce mot PHY. Phylogénétique, c'est la classification biologique voilà, des animaux ou en général des êtres vivants. On peut faire la même chose avec les plantes, par exemple la flore et la faune. Et cette idée de classification phylogénétique, eh bien, elle est appliquée également
à la linguistique. À mon avis, sauf erreur, je pense que les linguistes ont eu l'idée en premier, et puis Darwin, dans les années 1860, s'est inspiré des premiers travaux, des premiers arbres de langue pour appliquer ce modèle-là à la biologie. Euh, et donc, ce modèle de l'arbre, il permet de visualiser de manière assez simple et puissante en même temps l'imbrication qu'il y a entre les sous-familles. C'est une représentation développée par les néogrammériens, notamment August Schleicher, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce modèle de l'arbre, il n'est pas tout à fait parfait. Certains linguistes jugent que le modèle de l'arbre est en réalité simpliste et parfois problématique. Depuis les années 1880, il y a des critiques du modèle de l'arbre, notamment par Schmidt et Schuchart, qui sont les théoriciens de la théorie des ondes. Je vous en parlerai peut-être. Parmi les gens qui critiquent aujourd'hui l'arbre, il y a un certain Alexandre François, c'est-à-dire votre serviteur, qui a publié plusieurs articles. Si vous voulez, on pourra en reparler. Vous pourrez lire certains des articles, y compris un qui est tout en français, où je propose, disons, une critique du modèle de l'arbre et de ses simplifications par l'idée que notamment les groupes seraient toujours emboîtés les uns dans les autres sans qu'il y ait parce que c'est un peu le principe de l'arbre, c'est qu'il n'y a jamais de croisement. Ou par exemple dans le schéma qu'on voit ici, KLMN, et bien si L appartient au groupe LM, il ne peut pas appartenir aussi à un groupe KL. Ça, c'est le principe de l'arbre. Mais en vérité, mon argument, dont je parlerai peut-être une autre fois, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de raison que L appartienne seulement à un groupe LM, et on a parfois des cas où on peut légitimement considérer qu'on a un groupe LM, mais aussi un groupe KL, un groupe MN qui coexistent, qui se croisent, comme si les sous-groupes se croisaient. Voilà. Ça, on est plutôt là, si on se lance sur cette voie, dans un raffinement, si vous voulez, théorique du modèle cladistique et de la méthode comparative. Je pense que pour commencer, il est toujours très formateur et très pédagogique de bien comprendre comment fonctionne le principe du modèle arborescent. Alors, commençons par reprendre un exemple que nous avions déjà discuté au cours précédent, si vous vous en souvenez. Nous avions pris deux mots, les chiffres 2 et 10, dans 8 langues européennes. Et nous avions, c'était pour introduire la notion de famille de langues. Et nous avions dans un premier temps séparé par exemple le basque du reste des langues, puisque le basque n'est pas indo-européen. Et puis à l'intérieur de la famille indo-européenne, on pouvait proposer intuitivement, mais évidemment c'est basé sur de très nombreuses comparaisons, de ranger les langues en plusieurs sous-groupes, en l'occurrence le sous-groupe, la sous-famille romane, hein, les langues romanes, les langues germaniques, le grec, dans cet échantillon-là. Et on pouvait même reconstruire des protoformes à chaque nœud, ce qu'on appelle un nœud dans un arbre, c'est-à-dire pour le groupe roman, on pouvait reconstruire duos et deke comme protoforme intermédiaire. Pour le grec, duo et deka, etc. Voilà. Donc reprenons un peu cette idée parce qu'aujourd'hui on va se situer dans la suite, on enlève le basque et on se concentre sur le nombre 10 pour lequel on reconstitue sur la base des langues indo-européennes modernes, on reconstitue un étymon Dekiem. Dekiem, comme vous voyez, D-E-K-M, c'est la protoforme, ça s'appelle une protoforme, que l'on reconstitue comme étant la plus probable pour expliquer non seulement les formes que nous voyons là sur cette page, mais en général, toutes les formes du mot qui veut dire 10 dans les langues indo-européennes modernes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que on a une protoforme qu'on reconstitue. On reconstitue sur la base des formes modernes. Et ensuite, il faut toujours être capable, si vous voulez, dans la méthode comparative, de proposer un scénario
vraisemblable du point de vue linguistique, ou en l'occurrence phonétique, un scénario qui permette de passer de la forme ancestrale à la forme moderne en passant par des innovations, ce qu'on appelle des innovations, c'est-à-dire si on se place du point de vue de la langue ancestrale, eh bien l'ancêtre, enfin comment dire, le grec qui est un descendant de l'indo-européen, eh bien c'est une langue qui va innover, qui va modifier, qui historiquement, disons, a modifié certaines prononciations, certaines formes héritées de l'indo-européen sous la forme donc d'innovation. Aujourd'hui, et très souvent, on se concentre sur des innovations phonétiques, des changements concernant la prononciation aussi bien des consonnes que des voyelles ou des mots. Mais bien entendu, quand on dit innovation, ça peut être des innovations grammaticales, des innovations morphologiques, la forme des pronoms qui changent, la conjugaison des verbes, ou même d'autres types d'innovations, lexicales ou autres, on en reparlera. Concentrons-nous sur des innovations phonétiques. Alors, commençons par un cas simple qui est cette forme d'ekem, consonne, voyelle, consonne, consonne, avec un M. Vous voyez le petit rond sous le M, ça veut dire que c'est normalement en alphabet, enfin en transcription d'une proto-langue comme l'indo-européen, eh bien ce petit rond signifie que le M il est syllabique. Syllabique. Vous savez que dans certaines langues assez rares, on va dire, mais certaines langues, eh bien, certaines consonnes, en général les sonnantes, L, M, N, R, d'accord, M, N, N, M, N, d'une part, et puis qui sont les nasales, et le R, qui sont les liquides, eh bien, ces 5 phonèmes-là peuvent être le centre d'une syllabe. Peut-être le savez-vous, on a par exemple en tchèque, on a des noms comme krk, K-R-K. Voilà, c'est un mot, c'est une syllabe, et le R est au centre de la syllabe comme si c'était une voyelle. Et seules certaines, et alors on reconstitue beaucoup de mots en indo-européen qui auraient cette capacité, cette caractéristique d'avoir une consonne comme centre de syllabe. Donc dès c'est un mot de 2 syllabes, une syllabe D est suivie d'une syllabe tchum. On a un K qui est palatalisé, non voilà, mais en tout cas suivi d'un M qui serait centre de syllabe. Très bien. Alors on reconstitue cette structure syllabique pour l'indo-européen, sauf que la plupart des langues modernes, à part quelques langues slaves, comme le tchèque justement, mais la plupart des langues modernes n'acceptent pas d'avoir des M, L, N, R au centre de syllabes comme si c'était des voyelles. Et donc, en général, on a eu pas mal de changements phonétiques à ce niveau-là. Et par exemple, pour ce qui est du grec, on a un changement assez simple, mais qui est régulier, c'est important, c'est que à chaque fois qu'un M était centre de syllabe, il est devenu A, la voyelle A. Voilà. Et donc, dekm est devenu deka. C'est une innovation. C'est ce qui est arrivé en grec à tous les M et tous les N qui étaient centres syllabiques. Donc, au lieu de dire dekem, on a prononcé en grec ancien deka, et beaucoup plus tard, vers le grec byzantin, le D, par ailleurs, c'est adouci en the. Donc, deka. Donc, le grec moderne qui est représenté ici, il va nous dire deka pour 10. Ça, c'est un exemple très simple d'une innovation dans une langue. Et puis on va pouvoir comme ça observer plusieurs innovations dans le tableau. Et quelque chose d'important, c'est que c'est le principe de Leskine, qui est un des néogrammairiens. Et un principe de Leskine de 1876, c'est l'idée que quand on va trouver la même innovation dans plusieurs langues voisines, si on veut, bon, voilà, qui peuvent être potentiellement apparentées, quand on va retrouver exactement la même innovation, eh bien on va faire l'hypothèse que cette innovation a eu lieu une seule fois dans leur ancêtre commun. Donc ce que je lis ici, c'est on regroupe les langues en sous-familles à chaque fois qu'on identifie un ensemble de innovations partagées par tous les membres. Voyons un exemple. Eh bien, regardez les formes pour dire 10 en anglais, en néerlandais et en allemand. On a ten, teen et zehn. Toutes ces 3 formes-là se terminent par une consonne N. Pourtant, l'ancêtre indo-européen tel qu'on le reconstitue ne se terminait pas par un N, mais par un M. Donc, on peut proposer une innovation qui est qu'en anglais, par exemple, l'ancien M de l'indo-européen s'est transformé en N.
Voilà, une labiale qui devient une dentale. Ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est pas si rare pour les nasales MN en fin de mot, d'accord. Euh, et donc, un M syllabique en fin de mot deviendrait N. Et comme vous voyez, c'est une innovation qu'on a en anglais, mais qu'on a aussi en néerlandais, en allemand. Donc, on peut les mettre en commun, en facteur commun, si j'ose dire, et proposer non pas que cette innovation-là a eu lieu en néerlandais, et par ailleurs en anglais, deux fois, si vous voulez, mais plutôt que d'imaginer une innovation qui aurait lieu à plusieurs reprises dans chaque langue germanique, eh bien, on va avoir un principe de parcimonie, ça s'appelle, qui est celui de reconstruire, de proposer que cette innovation a dû avoir lieu en fait une seule fois dans leur ancêtre commun. Voilà, donc ça c'est vraiment un point très important dans la notion de reconstruction historique au sein de la méthode comparative. En fait, on peut aller même plus loin que juste cette innovation G1 ici, donc qui est que M devient N, mais vous remarquez que le cas de Dekem a disparu, enfin, voilà, il n'a pas tellement laissé de traces dans l'anglais ten, teen et zehn, sauf peut-être si on considère le, si on veut le H de l'écriture allemande, de l'orthographe allemande, si il a une raison d'être, et par ailleurs la longueur vocalique, zehn, qui est zehn, c'est une voyelle longue en allemand. Ce qu'on peut proposer, d'après également si on a d'autres données de langue germanique, eh bien c'est une innovation qui est que le cas de l'Indo-européen Dekem ce serait, pardon, lénifié, on appelle ça, aurait subi une lénition, euh, donc ce serait adouci si vous voulez, en H, d'accord. Un K qui devient un H, c'est assez banal, il y a beaucoup de langues qui ont ça. Donc des km devient des hm, d'accord, quelque chose comme ça. K qui devient H, mais plus récemment, H serait devenu 0. Et des H qui disparaissent, alors là, il y en a partout, tout le temps. Comme vous le savez déjà, le H orthographique en français ne se prononce pas. D'accord. Donc si je dis le héros, on n'entend pas le H en langue française. Euh, ou là-haut, etc. Donc, il y a énormément de... Ou alors en espagnol aussi, quand je dis hablar, si vous connaissez un peu l'espagnol, comment on dit parler en espagnol, on dit hablar. On écrit avec un H, mais on ne prononce pas ce H. Pourtant, à une époque, ce H a été prononcé. Vous savez d'où vient le mot hablar. Hablar qui veut dire parler, donc vous parlez espagnol, habla castellano. D'où vient ce H? Il vient d'un ancien F. Euh, parce que vous connaissez le mot en français la fable, hein, les fables de La Fontaine, c'est la même origine que hablar. En ancien espagnol, on avait fablar, fablar, d'accord. On a d'ailleurs des traces médiévales de l'espagnol où le verbe parler c'est fablar. Donc là, on aurait, on reconstitue pour ce cas de l'espagnol un changement phonétique régulier qui est F dans fablar, F a donné H qui à une époque s'est prononcé, on faisait hablar, et puis, plus récemment, peut-être, je ne sais pas, au XIVe siècle, quoi, eh bien, ce H a cessé de se prononcer. On a continué à l'écrire, mais on ne le prononce plus. D'accord. Donc, on dit hablar. Donc, on aurait quelque chose de très parallèle à cette innovation germanique que j'ai là. Là, j'ai K qui devient H qui devient 0. En espagnol, F qui devient H qui devient 0. C'est tout à fait classique. Et voilà, beaucoup de cas comme ça, où une consonne qui est une occlusive devient constrictive ou fricative et qui ensuite carrément disparaît. Euh, et puis la troisième innovation en germanique ici, eh bien, on remarque que ten, teen et zehn commencent toujours par, on peut dire, le son T, donc c'est-à-dire une dentale sourde, alors que les timons qu'on reconstitue pour l'indo-européen sur la base des langues romanes, du grec et autres, était un proto-D, étoile astérisque avec D, donc une sonore. Donc on aurait un cas qui peut arriver dans les familles de langues de occlusive sonore, voisée, qui est devenue une occlusive sourde ou dévoisée. D'accord. Donc le dévoisement du D. Cette règle est ultra connue, elle s'appelle la loi de Grimm.
Vous vous souvenez, il y a 20 minutes, je vous ai parlé des frères Grimm, des contes des frères Grimm, du petit chaperon rouge et tout ça, et de Cendrillon. Eh bien, euh, en fait, c'est eux, les frères Grimm, qui ont formulé pour la première fois cette régularité très importante qui définit toutes les langues germaniques par opposition aux langues indo-européennes. C'est que les occlusives sonores, les consonnes sonores voisées, les consonnes voisées des autres langues indo-européennes et du proto-indo-européen sont devenues en germanique des consonnes dévoisées. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on a ici avec ten, teen, c'est une première loi de Grimm et une deuxième loi de Grimm qu'on verra plus tard, qui est propre à l'allemand. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a trois innovations qui concernent le D, le K, le M, donc les trois consonnes de la protoforme indo-européenne, dont on retrouve des traces, donc cette innovation elle est reflétée, pour employer le terme exact, ces trois innovations sont reflétées en anglais, en néerlandais, en allemand. Plutôt que de proposer qu'elles aient eu lieu trois fois, eh bien on va proposer qu'elles aient eu lieu dans l'ancêtre commun de ces langues-là, donc en proto-germanique. C'est comme ça qu'on va localiser des formes des innovations au niveau d'un nœud dans l'arbre, si j'ose dire, de la langue ancestrale, et proposer que eh bien, le proto-océanien, pardon, le proto-indo-européen qui est Dekem serait devenu la forme proto-germanique Tehun, d'accord, Tehun. Puisque D devient T, K devient H, M devient L, etc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on reconstitue le proto-germanique euh, pour 10. Voilà. Et on peut faire le même travail pour le proto-roman, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Dekem, qui est devenu Dekem en latin, eh bien on peut voir que changements qui sont communs à l'espagnol, au français et à l'italien, ce sont des innovations. Il y a deux innovations essentiellement partagées, qui est le M final, qui est devenu M comme dans Dekem en latin, mais dans les langues modernes, il n'y a plus de trace de ce M, donc qui est devenu E. Et puis d'autre part, une phonétisation du que qui est devenu que, comme on en avait parlé déjà. Et puis, ça, ce serait le proto-roman d'Eke. Et puis ensuite, une fois, comment dire, que le proto-roman a évolué en plusieurs langues romanes par dialectalisation et euh, diversification, on en a déjà parlé, eh bien, chaque langue a continué ses propres innovations, entre guillemets, dans sa région, dans son coin, si je peux dire. Et donc le que palatalisé du proto-roman est devenu th en espagnol, il est devenu s en français, il est devenu che en italien. De la même manière, le terun du germanique a évolué chacune à sa manière dans chaque langue, avec par exemple une régularité importante, c'est ça la deuxième loi de Grimm, qui est le T du proto-germanique est devenu régulièrement tse, donc il est devenu une affriquée en allemand. C'est pour ça qu'on a 10 pour 10, correspondant à 10 en anglais, et puis on a zwei juste au-dessus, zwei pour 2, correspondant à two. Donc comme vous voyez, on a ces régularités. Justement, c'est le point important sur lequel je vais insister maintenant, c'est que les innovations qu'on observe là, ce ne sont pas, il faut éviter autant que possible de les localiser au niveau d'un mot particulier, de dire cette, comment dire, le mot qui veut dire 10 ou le mot qui veut dire grand-père a évolué dans son coin et on reconstituerait des changements phonétiques propres à ce mot. Ça peut arriver dans certains cas d'être obligé de reconstruire des changements phonétiques au niveau d'un mot en particulier, mais le plus souvent, c'est au niveau du système phonologique que le changement a lieu. Autrement dit, c'est pas juste dans le mot déca que le grec a transformé un M syllabique en A, c'est en fait tous les mots qui avaient un tel phonème dans ce contexte eh bien, ont évolué de la même manière. Donc les changements sont réguliers, et on le voit encore mieux pour l'espagnol, pardon, pour l'allemand. On voit que T est devenu tse, comme je vous le disais, et bien non pas seulement dans le mot qui veut dire 10, mais également dans le mot qui veut dire 2, et ainsi de suite. Le résultat de ces phénomènes-là, de ces innovations qui ont porté sur des phonèmes, c'est ce qu'on appelle des correspondances phonétiques régulières entre les langues. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on observe
notre tableau, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a une grande régularité dans les reflets, hein, ce qu'on appelle les reflets, c'est-à-dire un protophonème aura toujours donné, autant que possible, le même phonème moderne dans les différentes langues modernes, et il y aura une régularité de correspondance, hein, voilà, de correspondance régulière. Et si je prends encore un autre mot, eh bien on devrait retrouver ces mêmes correspondances. On avait les nombres 2 et 10, et là, je prends un autre mot qui n'a rien à voir, c'est la partie du corps, ce sont les dents. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a comparé, visuellement déjà, ça saute aux yeux, c'est-à-dire qu'on avait 10 pour le chiffre 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, et pour les dents, eh bien, on a diente, dent, dente, tooth, tant, san et donti. On ne s'en rend pas compte quand on apprend juste la langue ou l'anglais. On ne se rend pas forcément compte de ces correspondances, mais elles sont frappantes quand on les aligne. Et on voit effectivement qu'à chaque fois qu'on a un mot commençant par un D en français, en tout cas dans ces cas-là, eh bien, et qui provient de l'Indo-européen, eh bien, ce D va correspondre à un T aspiré en anglais. Alors l'aspiration, vous savez qu'elle existe phonétiquement, ten, tooth, etc. On ne la note pas toujours, mais en tout cas elle est là. Donc ten, donc two, ten, tooth, d'accord, qui correspond en allemand, en néerlandais, à un T, donc sourd, hein, twee, tin, tant. En allemand, ça correspond toujours à une affriquée zwei, zehn, zahn. En grec, donc le tse de l'allemand va correspondre en grec moderne à des the, donc qui sont fricatives, dio, veka, zondi. Donc on a cette magnifique correspondance qui a une sorte de beauté géométrique du fait de sa régularité. C'est ce qui a absolument fasciné les linguistes du 19e siècle, hein, les néo-grammairiens, qui, comme je disais, qui ont rendu la linguistique presque scientifique, presque aussi rigoureuse qu'une équation mathématique, que les observations de l'astronomie ou de la physique newtonienne, n'est-ce pas? Et c'est cette force de la correspondance phonétique régulière. Et c'est ce que les néo-grammairiens, justement, appelaient les Lautgesetze, c'est-à-dire les lois phonétiques. En fait, c'était un peu l'époque où on observait, on parlait des lois biologiques également, je ne saurais vous dire lesquelles, mais il y a des lois d'évolution, voilà, dont on parlait, que tous les mammifères ont tel ou tel comportement, ou qu'il y a telle loi, on n'emploierait pas forcément le mot de loi aujourd'hui, mais en tout cas au XIXe siècle, un mot important, c'était cette idée que, eh bien, la géologie va produire des éruptions volcaniques toujours de la même manière, un orage va toujours créer de l'électricité de la même manière. On découvrait des lois, comme les lois de la physique de Newton, si vous voulez, et tout d'un coup, on a eu l'idée enfin, on a pu observer, si on peut dire, des lois phonétiques, de changement phonétique, c'est-à-dire la loi, entre guillemets, la régularité, qu'un D, un protophonème que l'on constitue comme une sonore dentale D en indo-européen, eh bien, de manière presque donc systématique, eh bien, elle sera devenue un D en français, mais un T aspiré en anglais, un T, tse, donc afriqué en allemand, et ainsi de suite. Et c'est cette fascination-là devant la régularité des lois phonétiques qui a fondé en fait la linguistique historique et presque la linguistique plus généralement. Un point important, c'est de bien voir que la parenté phylogénétique n'est pas fondée sur la ressemblance entre les formes modernes, mais sur la régularité de leur correspondance. Ça, c'est très très important parce que si on comprend ça, on élimine les trois quarts des bêtises, et il y en a beaucoup qui se disent sur l'origine des langues ou sur une comparaison entre l'hébreu d'un côté qui ressemblerait ou qui serait l'origine du chinois ou je ne sais quoi, où on va toujours voir que les personnes qui proposent des hypothèses un peu farfelues le font sur la base de la ressemblance.
ce mot-là du chinois ressemble à ce mot-là du turc, ah bah tiens, bah, elles doivent avoir la même origine. En réalité, c'est un très mauvais raisonnement et depuis 150 ans, on sait très bien qu'il ne faut pas se fonder sur la ressemblance, mais sur la régularité des correspondances. Et en réalité, si on regarde le tableau qu'on vient de voir, eh bien, entre le français 10 et l'anglais 10, il n'y a pas vraiment de ressemblance. D'ailleurs, vous connaissiez déjà le mot 10 en anglais, vous connaissiez le français 10. Je ne suis pas sûr que vous vous soyez dit ah ben c'est forcément la même origine, hein, parce que 10 et 10 ne se ressemblent pas tant que ça. Donc c'est pas une question de similarité ou de ressemblance. Pareil entre le français dent et tooth. D'accord? Vous connaissez tooth, pluriel teeth en anglais. Ça ressemble pas tant que ça au mot français dent. Mais en revanche, comment peut-on être sûr qu'ils ont la même origine? Eh bien, grâce à la magie des correspondances régulières. Et on voit d'ailleurs une forme comme le néerlandais tant est magnifique parce qu'elle nous donne une sorte de chaînon manquant où on voit bien avec le néerlandais que tant correspond bien à dent en français et dente en italien. Hein. On a bien la même origine. Simplement, la similarité d'origine, enfin voilà, l'origine commune a été entre guillemets masquée, rendue opaque, comme c'est très souvent le cas dans les langues du monde, par des siècles et des siècles de changements phonétiques. Et une forme comme tant en néerlandais représente probablement c'est bien la manière dont le mot était prononcé à peu près en proto-germanique. Hein, ça devait être tand, T-A-N-D. Eh bien, en allemand, il y aura eu une chute du D final, un allongement du A, et puis cette deuxième loi de Grimm qui fait que Dante devient Zahn, vous voyez. Donc un mot qui n'est plus tellement reconnaissable. Et puis en anglais, c'est pareil, on a un tant qui évolue, le N tombe, il allonge la voyelle précédente, etc. Les voyelles se modifient elles-mêmes, le D final devient th en anglais. Donc ça fait beaucoup de changements phonétiques qui s'accumulent et qui fait que les mots modernes ne sont plus forcément comment dire, repérables hein, à l'œil nu. Et c'est en faisant un travail méticuleux de alignement, comme on est en train de faire là avec ce tableau, alignement systématique, qu'on voit les correspondances. Lorsqu'on a une correspondance régulière, et non pas une similarité, mais une correspondance, eh bien, on a normalement la preuve que les mots sont bien cogna ou cogna, je ne sais pas comment prononcer ce mot que j'emploie plutôt par écrit ou plutôt en anglais cognate. Cogna, c'est un mot en fait latin qui veut dire de la même origine, qui sont apparentés. Hein, c'est la même origine que le verbe naître, co-naissance, d'accord. Cogna, ils descendent du même protoforme par héritage généalogique. Donc protoforme, on a déjà vu ce que c'est. Decem en indo-européen, c'est une protoforme. Tehun en proto-germanique, c'est une autre protoforme d'une autre proto-langue, etc. Et toutes les formes modernes qui descendent d'une même protoforme par changement phonétique, par évolution naturelle, eh bien, ce sont des formes cognates. Donc, 10 et 10 sont cognates, avec des K également, et puis dans, dente, tooth, tout ça, ce sont aussi des cognates. En l'occurrence, donc, on peut dire que 10 et 10, dans et tooth, ils reflètent régulièrement, sont des reflets réguliers d'un protophonème, enfin, disons, l'initiale de ces mots reflète le protophonème proto-indo-européen D. Voilà. Alors, j'insiste sur cette notion de correspondance phonétique régulière, c'est le pilier vraiment de la méthode comparative, et c'est un argument, comme je l'ai un peu dit déjà, qui est beaucoup plus fort que la ressemblance. Et justement, il faut se méfier des ressemblances, y compris entre des langues. Par exemple, on pourrait dire, tiens, espagnol et anglais sont de la même origine indo-européenne, hein, ça on l'a établi. Du coup, une forme comme dia, qui veut dire jour, vous connaissez buenos dias, ça veut dire bonjour en espagnol. Dia, ça veut dire jour. Et comment on dit jour en anglais? On dit day, d'accord? Monday, Tuesday, good day, etc. Eh bien, puisque on sait que l'espagnol et l'anglais sont deux langues indo-européennes de la même origine, on a envie de se dire que dia en espagnol et day en anglais probablement viennent d'une même racine indo-européenne. Ça a l'air tout à fait raisonnable de penser ça. Eh bien, c'est faux.
c'est ultra faux. En fait, pas du tout. Ces deux formes n'ont rien à voir. Le fait que il s'agit d'un mot de trois lettres qui commence par un D et qui a le même sens, eh bien c'est une pure coïncidence. D'accord. L'anglais et l'espagnol ici ont deux origines différentes. Voilà. Euh, et c'est le même type de coïncidence qui fait qu'entre le turc, le chinois et une langue aborigène, on pourrait trouver des mots qui se ressemblent. Mais ça arrive, voilà, il y a beaucoup de coïncidences. Euh, et donc une similarité qui est parfaite en apparence, on se dit, ah mais D en espagnol et D en anglais, bah, c'est encore mieux que D correspondant à TH, vous voyez. Eh bien non, ou à un T aspiré. Eh bien non, c'est pas mieux, en fait, c'est moins bien. Donc une similarité, une ressemblance parfaite, il faut s'en méfier lorsqu'elle n'est pas régulière. Donc le fait qu'on a un D en français et un D en italien, ça, c'est la correspondance normale, dans dente, d'accord. En revanche, si on a un D en espagnol, un D en anglais, euh, normalement, ça ne doit pas être pris en compte pour établir la parenté entre les langues. En l'occurrence, c'est un exemple de coïncidence. Et l'autre cas, qui peut donner lieu à comme ça, des ressemblances trompeuses, ce sont les cas assez fréquents d'ailleurs, des emprunts par contact, soit par contact direct, par exemple entre espagnol et anglais, ou des contacts par la langue savante, en l'occurrence par exemple le latin. Je prends un exemple tout simple, c'est ces mots-là. Regardez ce deuxième tableau ici. On va avoir un doctor en espagnol, docteur, italien dottore, dottore, en anglais doctor, en néerlandais doctor, en allemand doctor et en grec doctoras. Eh bien, on a très envie de prendre ce genre de mots, et il y en a des centaines dans les langues européennes, comme vous le savez, qui se ressemblent beaucoup, et où on va dire, ah, mais il y a une correspondance régulière entre le D du français et le D de l'anglais. Eh bien non, ça compte pas, parce que il s'agit là d'emprunts, soit d'emprunts donc entre de langue germanique et romane, ou emprunt donc en l'occurrence au latin doctor. Et eh bien, quand on a des emprunts comme ça, d'ailleurs, un très grand nombre de langues dans le monde emploient le mot, on fait un emprunt au mot docteur, même quand ces langues-là ne sont pas indo-européennes. Par exemple, en arabe, on dit docteur pour quelqu'un qui a sa thèse, etc. Eh bien, ces mots-là, il faut tout simplement les mettre de côté. Ils ne nous disent rien sur la parenté généalogique. Alors, il nous reste un peu de temps pour ce cours, pour un peu passer à l'application de ces beaux principes. On vient de voir comment l'étude des langues indo-européennes l'étude méticuleuse nous permet d'observer des lois phonétiques, des régularités très précises, et qui nous permet de reconstruire des formes, des protoformes et des proto-langues. Eh bien, est-ce qu'on peut faire ça sur des langues qui n'ont pas de tradition écrite, par exemple? Eh bien, la réponse est oui, bien sûr. Notamment une famille de langues où la méthode comparative fonctionne très bien, c'est la famille polynésienne, qui est évidemment une sous-famille des langues austronésiennes. Alors, euh, on va commencer par un exemple ultra court qui est deux mots dans quatre langues. On peut difficilement faire plus court, sachant que je vous ai donné un exercice que normalement vous devez télécharger et puis qui est beaucoup plus riche également sur les langues polynésiennes avec une quarantaine de mots, je pense. Et alors là, vous allez vous en donner à cœur joie et pour le prochain cours, je voudrais que vous fassiez cet exercice d'application de la méthode comparative pour reconstruire une quarantaine de mots en proto-polynésien. Mais au cas où la perspective d'une telle gageure vous effraierait un petit peu, eh bien on va commencer doucement par un exercice simple. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a ces deux mots-là, l'un qui est un verbe qui veut dire esquiver, l'autre c'est un nom qui veut dire le chef. Et si on les transcrit très précisément en phonétique, on a en tongien, en quatre langues polynésiennes, tongien, samoan, futunien, tikopia. On a des formes qui sont respectivement kalo, alo, kalo, karo. Et pour chef, eiki, alii, aliki, ariki. D'accord. On commence par observer les correspondances entre phonèmes. Tous ces mots-là, chacune des deux lignes, toutes ces formes ont un air de famille indéniable. Simplement, on voit qu'il y a des
phonèmes qui se correspondent parfaitement d'une langue à l'autre et d'autres qui impliquent des changements. Donc on peut commencer par les plus ennuyeux, c'est-à-dire ceux qui ne changent pas. On voit que toutes ces formes, pour la première ligne, hein, le verbe esquiver, eh bien, ça se termine toujours par une voyelle O. Donc probablement on va reconstituer que ces formes ont un ancêtre commun, qui serait une forme de probablement 4 phonèmes, consonne, voyelle, dont la dernière voyelle serait un O. Ok, facile, ennuyeux. Même chose pour le A de calo, alo, calo, caro, toujours aussi ennuyeux. Un peu plus excitant, en tout cas un peu plus intéressant, c'est le fait qu'on a une correspondance dans la deuxième ligne entre le A de Ariki, Aliki, Alii, et qui correspond à un E en tongien A. Donc là, ça se force. Il faut un peu réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va considérer qu'il y a une autre voyelle, ce qui est très possible? Donc il y aurait deux voyelles A, si j'ose dire. Ça peut arriver dans certains cas. Mais en fait, là, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt ce qu'on appelle une variante conditionnée. J'en reparlerai après. C'est-à-dire peut-être que on va reconstituer simplement un A, de même que dans Calo on a des A, et là on aurait un A pour ce deuxième mot. Simplement une règle qui est par exemple qu'un A devient E lorsqu'il est suivi d'un I en tongien. Effectivement, Aiki pourrait devenir Eiki, ce n'est pas impossible du tout. Bien. Si on continue les correspondances, on va les aligner comme ça. Hein. C'est toujours bien de les aligner sous forme d'un tableau. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple la première consonne du verbe esquiver, c'est en général un que, sauf en samoa, où c'est une glottale. Vous connaissez cette consonne qui est voilà, une glottale. Alors là, il faut décider. Est-ce qu'on aurait une ancienne consonne K qui serait devenue glottale, c'est-à-dire Kalo devient Allo, ou possiblement, attention, théoriquement c'est pas impossible, la protoconsonne serait peut-être une glottale qui serait devenue K dans toutes les langues, dans plusieurs langues, sauf en samoan. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans un tel cas, il semble, tel cas, ce qu'elle veut dire, eh bien, on a une forte certitude que c'est la première hypothèse qui est la bonne, c'est-à-dire une consonne occlusive, buccale, donc vélaire en l'occurrence, le que, peut facilement devenir une glottale, hein, ça s'appelle une débuccalisation. Une consonne qui se prononce dans la bouche se débuccalise, c'est-à-dire en général, débuccalisation, c'est devenir soit glottale, soit H, d'accord, soit 0. Et donc, que qui devient E, c'est assez fréquent, assez banal dans ce sens-là. Alors que dans l'autre sens, c'est très très difficile d'imaginer, ça c'est pas complètement impossible, mais disons c'est difficile d'imaginer qu'une glottale, quasiment, voilà, pas grand-chose, un coup de glotte, se durcisse, se fortifie sous forme d'un K. Ça s'appellerait dans ce cas-là une fortition, mais il faudrait vraiment des circonstances très particulières, ou voilà, bon, pour imaginer qu'on avait une glottale qui devient K. D'accord. Il est beaucoup plus probable qu'on a une directionnalité, c'est-à-dire on part en directionnalité qui va depuis une consonne buccale, comme un K, donc plus précisément vélaire, vers une glottale, donc c'est un processus assez banal de l'émission ou de débuccalisation, B-U-C, hein, débuccalisation, qui peut s'expliquer. Si c'est ça, ça veut dire quoi? C'est important parce que ça nous permet de reconstituer le protophonème. Plutôt que d'hésiter sans s'étendre, est-ce qu'on avait un K ou est-ce qu'on avait une glottale, eh ben, on a la réponse. On va reconstituer un protophonème K, hein, étoile K, si j'ose dire, pour le proto-polynésien. Ça veut dire, oui, voilà. Ça veut dire que bientôt on va pouvoir reconstituer le verbe esquiver en proto-polynésien, mais on n'y est pas encore. Ok, voyons la ligne en rouge. On a cette fois-ci une correspondance assez particulière entre coup de glotte dans certaines langues. Au début du mot chef, on a aliki et eiki dans deux langues avec un coup de glotte initial et puis aucune consonne initiale, donc alii en samoa et tikopia ariki. Donc autrement dit, si on est rigoureux, on a certaines langues qui ont un coup de glotte là où d'autres ont zéro. Et on peut reposer la même question. Dans quel sens se serait fait la direction du changement? Est-ce qu'on aurait un coup de glotte qui devient zéro ou un zéro qui devient coup de glotte? Alors,
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en général, un zéro qui devient autre chose, c'est très rare. Ça peut arriver, ça s'appelle une épenthèse. Dans certains cas particuliers, on peut avoir, entre guillemets, un zéro qui devient autre chose, ou plutôt un phonème non étymologique qui s'insère. Donc c'est épinthétique dans ce cas-là, mais c'est très rare, c'est beaucoup plus banal, beaucoup plus fréquent qu'une consonne disparaisse, surtout si cette consonne est un H ou un coup de glotte. Donc probablement dans ce cas-là, on va reconstituer un protophonème en proto-polynésien qui serait un coup de glotte. Donc vous voyez ici au milieu du tableau, eh bien on va reconstituer que une vélaire que et une coup de glotte en proto-polynésien, tout en sachant par exemple qu'en samoan, ces deux phonèmes ont évolué chacun à sa manière. Le coup de glotte a disparu et le K est devenu coup de glotte. Voilà. Donc ça c'est important de voir ces principes de régularité. Et puis, qu'en est-il du L? Alors dans la première ligne du verbe esquiver, on voit une correspondance assez classique, le, R. Bon, il n'y a rien d'ultra spectaculaire. On sait bien que dans les langues du monde, les deux liquides, hein, ce qu'on appelle des consonnes liquides, le L et le R s'échangent assez souvent, l'une avec l'autre, surtout dans les langues polynésiennes. Et donc, donc il faut qu'on propose, soit on a L qui est devenu, attendez, L qui est devenu R ou R qui est devenu L. La vérité, c'est que ça peut vraiment aller dans les deux sens. Là, il n'y a pas du tout de directionnalité marquée pour passer de L à R ou R à L. D'accord c'est quelque chose qui est bidirectionnel, si je puis dire. D'accord C'est pas du tout comme la débuccalisation dont on parlait tout à l'heure. Bon, on peut proposer que l'ancêtre proto-polynésien avait ici un L. Un petit peu plus problématique, c'est le fait qu'on n'a pas de régularité dans le mot chef, c'est-à-dire on voit que le R du Tikopia, on a des correspondances régulières si on va de droite à gauche. Hein. Re dans Karo et Ariki. En futunien, on a Kalo Aliki, Samoan Alo Alii, donc tout ça c'est régulier. Et puis tout d'un coup, en tongien, on a Kalo et Eiki, c'est-à-dire cette fois-ci une correspondance L0, enfin voilà, L ou 0. Bon. On pourrait se poser plein de questions dans ce cas-là, et si on avait beaucoup plus de données, on pourrait consolider l'hypothèse suivante, c'est qu'en réalité, on n'a pas ici un seul phonème, mais deux phonèmes différents, deux protophonèmes si j'ose dire. Ces deux protophonèmes-là, ils se ressemblent beaucoup puisqu'ils ont l'air très liquides, donc on a envie de les appeler L1 et L2, on pourrait. D'accord Je vous dis ça aussi pour que vous compreniez que quand on fait de linguistique historique, on voit souvent des 1 et des 2, ou alors l'alternance minuscule-majuscule, on aura un petit L et un grand L, sans vraiment être sûr de comment prononcer ces consonnes. Par exemple, en proto-océanien, on a un célèbre contraste entre le petit R et le grand R. J'ai même écrit tout un article sur ce grand R du proto-océanien, qui je pense est un type de vibrante, mais sur le fait que, ça vous montre aussi que on est vraiment dans une équation mathématique en fait, c'est-à-dire on essaye de donner un nom, une sorte d'étiquette ou de symbole à un protophonème. À la limite, la question de savoir comment il était prononcé est une question secondaire, et parfois même on n'a aucune idée de comment était prononcée la différence entre petit L et grand L, ou petit R et grand R. C'est presque secondaire. Le plus important, c'est de comprendre qu'on a deux séries de correspondances qui sont différentes. Il se trouve que si on commence à comparer la langue polynésienne avec d'autres langues, on comprendra que cette opposition entre petit L et grand L que je vous propose ici, en réalité, c'est tout simplement entre le et re, qui était distinct en proto-polynésien, distingué, le re comme en espagnol, qui était différent, mais qui se sont fusionnés à un certain moment. Ok. Donc, si une fois qu'on a reconstitué tous ces phonèmes, consonnes et voyelles, on peut même remplir la colonne de droite du tableau tout en haut, c'est-à-dire reconstituer carrément des protoformes, ce qui semblait peut-être il y a quelques heures quelque chose d'assez difficile comme exercice. En réalité, maintenant, on peut le faire. C'est assez simple, surtout avec une langue, des exemples polynésiens. Eh bien, on sait que la forme halo du samoan, elle est le reflet régulier d'une forme qui serait en proto-polynésien kalo, d'accord. Et quant à la forme ariki ou aliki, alii, etc., eh bien, on va reconstituer
de manière assez algébrique, si vous voulez, une protoforme glottale à LIKI, en prenant soin de bien utiliser, soit on l'appelle L2, soit L majuscule, ou tout ce qu'on veut, mais en tout cas, une protoforme comme ça. Voilà. Et maintenant qu'on a reconstitué les protophonèmes du proto-polynésien, on peut mettre noir sur blanc les lois, ce qu'on appellerait Lautgesetze, ces fameuses régularités phonétiques propres à chaque langue. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que en tongien, le L majuscule a disparu, il est devenu 0. Ok, ça c'est une régularité. Par ailleurs, le tongien, il a une autre régularité qu'on a vu dans Eiki, qui est que A est devenu E lorsqu'il était suivi de I. Pourquoi pas? Ok, donc ça fait deux règles. Le futunien, il a un changement, un seul changement, je crois, dans ce petit échantillon en tout cas, c'est que le grand L et le petit L se sont fusionnés. On appelle une fusion de phonèmes, hein, d'accord, merger en anglais, c'est-à-dire ils ont exactement, comme vous voyez sur les lignes, les deux dernières lignes du tableau précédent, bleu et beige, eh bien, en futunien, le grand L et le petit L ont exactement les mêmes reflets modernes. Mais la vérité, c'est qu'on a la même chose en samoan et en tikopia, d'accord. On a le même changement ici en bleu, qui est la fusion des deux liquides, de l'ancien L et l'ancien R, hein, si vous voulez. D'accord. Et par ailleurs, il y a un autre changement phonétique qui est commun au samoan et au tikopia, qui est la perte de la glottale. Par ailleurs, le samoan, il a aussi évolué à sa manière. Le K est devenu glottal, le L est devenu R, anticopien, etc. Ok. Donc là, on a un petit tableau qui nous résume les innovations de ce tout petit échantillon de langue. Eh bien, la merveille des merveilles, c'est qu'on va pouvoir, juste avec ce petit échantillon déjà, avoir suffisamment d'informations pour émettre des hypothèses de classification des langues. Vous imaginez, évidemment, là, dans la vraie vie, dans le vrai travail de linguiste, on va avoir besoin d'échantillons et de données un peu plus abondantes que juste deux mots. Mais déjà, c'est quand même magique qu'avec la force algébrique en fait de la méthode comparative, eh bien, on puisse rassembler suffisamment de données avec comme ça juste quelques mots, quelques formes et beaucoup de rigueur, comme vous voyez, pour proposer eh bien, une classification. On a quatre langues, le tongien, futunien, samoan, tikopia, d'accord, euh, et on sait qu'elles proviennent toutes d'un ancêtre qu'on appelle proto-polynésien. Mais quelle est la structure interne de l'arbre polynésien, en tout cas d'après ces données-là? Alors vous pouvez faire pause sur la vidéo et essayer de reconstruire l'arbre vous-même. Qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Eh bien, vous vous souvenez le principe fondamental ici, c'est celui des innovations partagées. On l'avait fait pour le proto-germanique d'une part, le proto-roman, etc. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que la fusion entre les deux L, qui a eu lieu en futunien, en samoan, en tikopia, aurait pu peut-être avoir lieu séparément dans chacune de ces langues, mais la vérité c'est qu'il est plus économique, ou le terme exact c'est parcimonieux, il est plus parcimonieux ou il est plus économique de proposer que ce changement ici, qui est une innovation partagée entre ces trois langues, eh bien, il aurait eu lieu peut-être dans une seule fois dans un ancêtre commun. Dire ça, c'est proposer qu'il y a eu un ancêtre commun auquel n'appartient pas le tongien, mais auquel appartiennent les trois langues Futuna, Samoa, Tikopia. D'accord. Donc, évidemment, on est bien d'accord qu'il faut plus qu'un seul changement pour normalement soutenir une hypothèse d'un ancêtre commun. Mais parfois, certains travaux, on voit qu'ils proposent des proto-langues basées seulement sur 4 ou 5 innovations partagées, donc pas énorme. Moi, je préfère évidemment qu'on en a beaucoup plus de données que ça, mais parfois, on n'a pas suffisamment de données ou quoi, et donc on identifie 4 ou 5 innovations partagées, et hop, on propose à tort ou à raison, on propose un nœud dans un arbre. Et donc on a ici un proto-futunien samoan tikopia, qui en fait porte un autre nom dans les études polynésiennes, mais peu importe. Ok. Et puis qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a également une innovation qui serait partagée entre Samoa et Tikopia, qui donne envie de créer, de proposer un sous-groupe à part. Et le voici. Et donc on aurait comme ça
un arbre qu'on peut appeler fictif, puisqu'il est basé juste sur un exercice et un échantillon très faible de langue, mais quand même qui vous montre la méthode, l'application de la méthode comparative. euh, il y a quand même quelque chose d'époustouflant, voilà, avec des données en faible nombre, mais précises. L'important, c'est la précision. Vous voyez, la coup de glotte, on l'entend pas toujours. Il faut être sûr si on a le coup de glotte ou pas, parce que, ou si on entend L ou R ou je ne sais quoi. C'est sûr qu'il faut avoir des données de bonne qualité pour pouvoir faire ce genre de raisonnement, mais quand même, en quelques minutes, on peut proposer d'identifier des innovations partagées et des sous-groupes à l'intérieur d'une famille. Euh, et là, c'était peut-être un peu abstrait et mathématique, mais je vais vous montrer en quelques mots que ces correspondances phonologiques régulières, elles ont un impact évidemment dans la forme des langues telles qu'on les voit sur le terrain. Alors, je suis le co-auteur avec Jean-Michel Charpentier d'un ouvrage que vous avez peut-être vu ou entendu parler, qui s'appelle l'Atlas linguistique de la Polynésie française. Et je vous en ai parlé, je pense, un des cours précédents. Eh bien, il s'agit d'un atlas linguistique. C'est surtout Jean-Michel Charpentier qui a fait du terrain dans une vingtaine de points d'enquête dans des îles différentes de Polynésie française pour montrer la grande variété, diversité linguistique. Je vous ai déjà parlé du concept de diversité linguistique en Polynésie française qui est beaucoup plus grande qu'on ne le croyait auparavant, que non seulement les enseignants de français ou autres ne le croyaient, mais à vrai dire, beaucoup de Polynésiens en fait redécouvrent la diversité linguistique de l'archipel. Voici juste un exemple tout simple, par exemple une carte pour correspondant au sens de charmant, un homme qui est charmant, en anglais pleasant, et alors en tahitien qui est un peu donc qui est la langue principale bien sûr de Polynésie française, ça se dit aïe aïe. Alors vous voyez le tahitien parlé ici dans l'île de Tahiti, qui est petite sur la carte, même si c'est la plus grande île de l'archipel. Donc c'est aïe aïe. Eh bien, en réalité, ce mot, en fait, quel est l'équivalent de ce mot dans les autres langues de l'archipel? En l'occurrence, ça va être tout un tas de mots, un grand nombre de mots différents qui ne sont pas de la même origine, qui ne sont pas des cognacs. D'accord? Viru, viru, ie, manea, tamatika, etc. Ce sont des mots qui reflètent la diversité lexicale. Donc là, on est sur des langues qui sont bien sûr apparentées, mais qui ont des mots d'origine différente pour ce sens-là de charmant. Ok. Mais alors, vous me direz, qu'en est-il des correspondances régulières? Eh bien, regardez une autre carte. Cette fois-ci, elle est assez claire pour montrer que parfois la diversité linguistique, elle est due surtout aux correspondances phonétiques régulières. Ça, c'est le verbe entendre, ou hear, listen en anglais, d'accord? Entendre ou écouter. En tahitien, c'est fa'aro'o avec des glottales, d'accord? Eh bien, si on va d'île en île en Polynésie française, on a des formes comme hakaoko, hakaono, fakarongo, hakarongo, fa'ago'o, aro'o, akarongo. Donc, on a une certaine diversité phonétique et linguistique de ces formes-là qui vont être différentes d'un archipel à l'autre. Mais ce n'est pas à cause d'innovation lexicale, voyez, qui viendrait d'autres racines. C'est tout simplement exactement la même racine à chaque fois, le même étymon que l'on peut reconstituer assez facilement. Je ne sais pas si vous-même vous avez une hypothèse, mais la forme la plus probable, c'est Fakarongo, hein, d'accord? Autrement dit, celle qui est exactement au cœur, au centre de la carte, dans les Tuamotu, c'est la forme Fakarongo, c'est une forme qui est conservatrice, qui a gardé exactement les 4 consonnes telles quelles, mais toutes les autres langues de Polynésie française, eh bien, elles présentent des changements phonétiques qui sont en général réguliers, régulier dans chacune des langues, c'est-à-dire F devient H en marquisien. Vous voyez ce genre de choses, alors que F de Faka devient glottale dans la langue 20 tout en bas de la carte. On a d'autres langues où on va avoir voilà, des correspondances différentes. Ces correspondances, elles sont régulières. Et effectivement, dans l'Atlas, nous avons proposé
un tableau de correspondance. En l'occurrence, vous voyez que la plus grande variété correspond justement à ces quatre phonèmes fe, que, re, ne, qui vont se correspondre très différemment d'une langue à l'autre. Et en l'occurrence, sur le terrain, voilà à quoi ressemble cette profusion de correspondance entre les langues. Je finis brièvement, on arrive vers la fin du cours, juste pour vous dire que le changement régulier, je vous ai montré des exemples simples pour l'instant d'un phonème qui devient un autre phonème. Le F devient toujours H, le K devient toujours H, etc. Il faut quand même que vous ayez conscience de l'existence de ce qu'on appelle les changements réguliers qui sont conditionnés. Voici une liste de langues de forme polynésienne, d'accord. Dans un tableau, on voit qu'il y a des correspondances très régulières. Pour dire mourir, c'est maté, maté, maké, maté. Et on peut assez facilement reconstituer le proto-polynésien qui serait la forme maté, qu'on retrouve d'ailleurs en proto-océanien. Très bien. Donc, jusque-là, rien d'anormal, vous pouvez observer ce tableau. Et puis, le tongien, il y a la langue de Tonga, on va avoir matangi, maté, donc très régulier également. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous pouvez faire pause et observer. Il y a quelque chose de particulier en tongien ici, dans ces correspondances. Eh bien, c'est ici que ça se passe. Et qu'est-ce qu'on voit? On va voir que on avait en haut du tableau des correspondances te, que, et tout d'un coup on a ce, te, que. D'accord? Donc la question c'est est-ce que on va dire, ah, ici on a un S, on a aussi, facif, aussi, massif. Est-ce que ça veut dire qu'on a, on a peut-être un autre protophonème, on aurait deux protoconsonnes, comme tout à l'heure on a vu, peut-être un T minuscule et un T majuscule ou quelque chose, parce qu'on n'a pas des correspondances régulières. Hein, d'une certaine manière, on n'est plus dans la régularité ici, puisqu'on avait des tongiens correspondant aux autres langues qui avaient un T, eh bien, on avait toujours tongien qui a aussi le consonne T, et tout d'un coup, on a le tongien qui a un S. Donc on a envie de dire qu'on n'a pas de régularité. La vérité, c'est que on a en réalité une régularité. C'est que le T du proto-polynésien eh bien, est tout simplement devenu S dans la langue tongienne, d'accord, à chaque fois qu'il était suivi d'un I. Donc autrement dit, la syllabe ti est devenue si, ce qui est d'ailleurs un changement phonétique assez fréquent dans les langues du monde. Le T devient S en tongien lorsqu'il précède un I. C'est une règle ultra simple, on est d'accord. Mais du coup, cette règle, elle porte un nom, comme souvent on donne un nom savant pour chaque type de changement phonétique. Donc en l'occurrence, c'est assimilation, c'est la même origine que siffler, sifflante, c'est-à-dire l'occlusive dentale T est devenue fricative sifflante S, sous l'influence du I qui est palatal. Et ok, donc ça c'est le nom de ce changement phonétique, c'est une innovation si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est qu'ici on n'a pas besoin de reconstruire deux phonèmes qui seraient un petit T et un grand T ou quoi, sous prétexte qu'on n'a pas de régularité dans les correspondances, parce qu'il suffit en fait ici de reconstruire un seul phonème T ainsi qu'une règle simple. Voilà, c'est ce qu'on appelle un changement régulier qui est conditionné. On va dire que S, c'est un réflexe conditionné de T devant I. Voilà, on arrive vraiment à la fin du cours et je vous donne un exercice pour la prochaine fois, d'accord, que vous pourrez probablement télécharger séparément aussi. Vous observerez ces langues A, B et C, qui sont des vraies langues, et la question c'est lesquelles de ces trois langues sont apparentées entre elles. Pouvez-vous trouver voilà, des apparentements et notamment si on suit le principe des correspondances phonétiques régulières, eh bien qu'est-ce que vous pouvez proposer sur ces trois langues A, B et C. D'accord, c'est un exercice intéressant que je vous suggère de faire. Je termine ce cours par une conclusion, ou plutôt un rappel de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, et qui est important. Comme vous voyez, c'était un cours assez dense. C'est que la chose suivante, c'est qu'en présence d'un échantillon de langues qui sont potentiellement apparentées, qui sont peut-être de la même famille. Donc il y a des cas où on ne sait pas, hein, on a des données de langue papou ou quoi, et on se pose la question, est-ce qu'elles sont de la même famille, est-ce qu'elles sont apparentées?
eh bien, nous avons la méthode comparative mise au point au XIXe siècle autour de la famille indo-européenne, mais qui peut s'appliquer à plein d'autres familles. Et en quoi consiste-t-elle? Eh bien, d'abord, on détecte les formes cognates, c'est-à-dire les formes héritées d'un ancêtre commun. Ensuite, on identifie les correspondances phonétiques régulières au sein de la famille. Pour expliquer chacune de ces correspondances phonétiques, on va reconstituer un ensemble vraisemblable d'innovations, c'est-à-dire on va proposer une protoforme ou un protophonème, d'accord, et on va réfléchir à des scénarios vraisemblables qui puissent expliquer phonétiquement pourquoi on serait passé de tel phonème à tel autre phonème, donc pourquoi telle innovation aurait eu lieu. Ensuite, on va regrouper les langues par innovation partagée. D'accord. Quand on va voir que la même innovation se retrouve plusieurs fois, on va proposer, parfois à tort, parfois à juste titre, de les regrouper ensemble en sous-groupes. Et enfin, c'est comme ça qu'on va pouvoir proposer une classification interne de chaque famille. D'accord. Donc c'est un exercice, c'est un travail intéressant, passionnant en linguistique historique, qui a un côté un peu algébrique, qui soulève plein de questions passionnantes. Alors, nous avions commencé un peu déjà à appliquer, on avait d'abord regardé un peu quelques langues indo-européennes, et puis on avait commencé à appliquer cette question sur un échantillon de langue polynésienne, d'accord, la méthode comparative. On avait eu un premier aperçu avec un petit échantillon de données, mais je vous propose deux exercices, non pas un, mais deux exercices, c'est encore mieux. Un exercice, c'est celui de la diapo précédente qui s'appelle reconnaître les apparentements. Et je vous suggère de faire cet exercice, de trouver s'il y a des règles ou pas de correspondance entre les trois langues A, B et C. Et l'autre exercice, c'est un exercice également qui va vous prendre un peu de temps, mais ce sera autant de plaisir pour vous. Et c'est l'exercice qui s'appelle la méthode comparative, 4 langues polynésiennes. Voilà, et donc j'espère que vous aurez